monsieur. Monsieur Tran. Monsieur Tran. Carte. Merci. Je vais vous demander d'émarger pour commencer. Juste ici. Le principe du grand oral de liberté fondamentale. Vous piochez un sujet au sort. Vous avez 1 heure pour préparer dans la salle de préparation. Il est 16h21. Je viens vous chercher donc à 17h21. D'accord. Bonne préparation, merci monsieur. Merci. C'est la laïcité et l'école. Parfait. Bonne préparation monsieur. Merci. Monsieur Tran, oui. Il est exactement l'heure, je vous invite à suivre. Vous pouvez prendre vos feuilles, vos notes. Monsieur, asseyez-vous. Merci. Donc votre sujet est la laïcité et l'école. Et je vous écoute pour une durée maximale de 15 minutes. Je lance le minuteur. La parole est à vous. Merci. Alors, qu'entendions-nous en 1880, en 1905, dans une manifestation? Mort à l'église, les curés dans la Seine, et en face, les républicains au bûcher, remettez l'échafaud. Voilà, oui, ce qu'on pouvait entendre dans une manifestation lors des premières lois sur la laïcité. 1880, les lois Ferry, avec la laïcité à l'école, et 1905, la grande loi sur le principe de laïcité qui a concerné cette fois-ci tout l'État. Aujourd'hui encore, la laïcité et l'école est un sujet qui fait souvent des débats houleux, que ce soit à l'Assemblée ou dans la rue. On se souvient des grandes manifestations, début des années 90, pour la liberté de l'école. Les crèches à l'école, le voile, la burqa, le crucifix dans les salles de cours, tous ces débats passionnés semblent souvent ne point trouver d'issue. Mais heureusement, là où les hommes crient, le droit parle. De nombreuses lois en France et de nombreuses jurisprudences déterminent quelles sont les relations entre ces deux principes, ces deux lieux parfois si différents. La laïcité comme un principe de croire et de ne pas croire, et l'école qui devrait en tout cas être un temple de liberté pour des parents qui cherchent à donner une éducation à leurs enfants qui soit respectueuse de leur conscience et de leur liberté religieuse. Alors voilà une introduction qui est un modèle. L'accroche est assez brillante, elle est très référencée. Les références sont nombreuses tant à la culture générale qu'à l'actualité. Pour autant, le candidat reste rigoureux, il définit les termes du sujet. Donc effectivement, c'est un modèle du genre. Mais vous n'êtes pas obligé de fournir une introduction aussi riche, aussi référencée pour avoir une très bonne note au grand oral, évidemment, je vous rassure. Donc, on verra en premier lieu que l'école, c'est un espace, un champ d'application du principe de laïcité, tel qu'il a été défini par les différentes lois successives. Ensuite, on verra que la liberté de l'enseignement, c'est une défense face à cette laïcité, qui permet pour les citoyens de respecter leur liberté de conscience. Le candidat annonce son plan, ce qui est une très bonne chose. Pour autant, là, les titres de ces parties sont trop longues. Il faut absolument que vous fassiez des titres qui font à peu près la même taille que ceux que vous faites lorsque vous faites une copie écrite. Sans quoi, les membres du jury auront du mal à tout noter. Il faut s'interdire de développer ces titres, de commencer à les développer quand on annonce le plan. Donc des phrases qui sont les plus courtes possibles, de façon à ce qu'elles puissent être retenues par les membres du jury, parce que je vous le rappelle, il est indispensable que les membres du jury aient en tête le plan de votre discours, sans quoi ils n'arriveront plus à vous suivre, ils risquent de décrocher. Donc, tout d'abord, l'école, c'est un espace dans le champ d'application du principe de laïcité. C'est un espace qui repose sur certains fondements depuis longtemps ancrés dans les lois de la République. Tout d'abord, on pense bien évidemment à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que chaque homme est libre d'avoir sa religion et de pouvoir en changer sans en être inquiété. C'est sur ce principe de liberté religieuse que la laïcité va trouver son fondement. La laïcité, c'est l'obligation pour l'État de respecter ce principe de liberté religieuse. Liberté religieuse qui est protégée également par la CEDH dans son article 9 ou par la Constitution de 1958 dans son article 1er. Cette liberté religieuse, c'est deux choses. Un, d'abord,
la liberté de croire. On peut adopter une religion en son fort intérieur, sans avoir fait un choix définitif, c'est-à-dire en changer par la suite. C'est, comme le disait la CEDH dans son arrêt Kokkinakis contre Grèce du 25 mai 1993, la garantie essentielle de la liberté et de l'indépendance de l'être humain. Cette liberté de croire. Les enfants, ce qui nous verrons est important également pour l'école, sont protégés par ce droit. La Convention de New York sur la protection des enfants de 89 la protège en son article 4. Ensuite, la liberté religieuse, c'est aussi la liberté de ne pas croire. On ne peut pas accepter un prosélytisme qui dépasse un but légitime et qui va contre l'ordre public. Sur cette liberté religieuse, les lois sur la laïcité organisent les relations que l'État doit avoir sur ce sujet avec ses citoyens. L'article 1er de la Constitution de 1958 érige cette laïcité comme une séparation des églises et de l'État. L'État ne doit privilégier aucune croyance, il ne doit pas intervenir dans une croyance. C'est la laïcité négative. Et la laïcité positive, c'est l'idée d'une séparation. L'État ignore les religions en même temps qu'il protège l'exercice des religions. Et bien évidemment, puisque les enfants de la République, la progéniture des citoyens de l'État ont une obligation d'enseignement. Ils sont obligés de suivre de 6 ans à 16 ans un enseignement. Nécessairement, puisque l'État prodigue cet enseignement, la laïcité s'applique à l'école. Mais maintenant, comment la laïcité s'applique-t-elle à l'école? Quelles sont les incidences du principe de laïcité et des deux laïcités, positives et négatives, à l'école? Donc là, vous voyez qu'il est en train de faire une transition entre deux parties. On ne sait pas très bien lesquelles, pour une raison très simple, c'est que c'est pas que vous avez mal écouté, que vous avez mal suivi, c'est simplement qu'il n'a pas annoncé les sous-parties de sa première partie. Et du coup, on ne comprend pas très bien qu'on est en fait là en train de passer du grand 1A, l'application du champ de la laïcité à l'école à travers la laïcité positive et négative, au grand 1B, c'est-à-dire les conséquences de cette application. Et il aurait mieux valu qu'au début de sa première partie, il annonce clairement les deux sous-parties. Et c'est très important au grand oral que les membres du jury parviennent à vous suivre clairement. Et s'ils parviennent pendant tout le long de votre exposé, à tout moment, à savoir exactement où vous en êtes, à vous suivre en fait, alors vous aurez une qualité d'écoute bien meilleure. Et à la différence du correcteur de vos copies écrites qui a sous les yeux votre copie et qui peut revenir en arrière pour savoir exactement où il en est, et lui il le voit, il n'a pas de problème pour se situer dans votre pensée, dans votre plan. À l'oral c'est très différent, on peut se perdre et ne plus savoir où on en est, parfois même entre vos deux parties, est-ce qu'il est encore dans la première partie ou est-ce qu'il est déjà passé à la deuxième partie, je ne sais plus bien, et ça c'est mauvais. Donc il faut que vous insistiez énormément dans l'annonce de vos parties et de vos sous-parties pour qu'on parvienne sans arrêt à vous suivre ou au pire à raccrocher les wagons très rapidement si par hasard on avait décroché. Tout d'abord, et c'est la chose la plus évidente à laquelle on pense, mais c'est les signes religieux. Donc là, on voit bien qu'il va développer cette idée des signes religieux comme étant la première conséquence, selon lui, de la laïcité à l'école. Et le tout d'abord indique qu'il va y avoir d'autres idées qui seront développées, mais on ne sait pas combien et on ne sait pas lesquelles. Donc à nouveau là, il y a un petit malaise du fait de l'absence de l'annonce des sous-parties, et ça aurait été beaucoup plus agréable qu'il nous dise tout de suite quels sont les points qu'il va développer, juste en une phrase, très rapidement, pas de façon trop scolaire, mais de façon assez naturelle. Ça permet à l'esprit des jurys de se fixer, de se préparer, et donc d'avoir une qualité d'écoute, une attention à nouveau qui soit bien meilleure. La loi du 15 mars 2004 prohibe les signes ostensibles que peuvent porter tant les élèves que les professeurs à l'école. On peut penser à un arrêt du Conseil d'État très peu de temps après cette loi sur un professeur sikh qui portait un turban et qui faisait tout pour qu'il ne se voit pas beaucoup. Et il a été exclu de son collège parce que c'était considéré comme un signe ostensible. De même, cette loi s'est finalement étendue. On voit maintenant que les accompagnants des sorties d'école n'ont plus le droit de porter des signes religieux. Ça a été étendu également aux crèches. Et si vous voulez, c'est l'idée
que le prosélytisme ne doit pas s'appliquer aux enfants et que l'État ne veut pas connaître des religions dans l'école. Ensuite, la deuxième incidence, c'est l'assiduité. Donc là, on comprend que la deuxième conséquence de l'application de la laïcité à l'école, c'est donc l'assiduité après les signes religieux. C'est ça qu'on aurait bien aimé entendre tout à l'heure, qu'il annonce d'un coup l'ensemble des conséquences qu'il allait développer. Ça nous aurait permis de nous y préparer. Et le fin du fin, c'est même, quand on passe d'une conséquence à l'autre, d'expliquer bien qu'on en a terminé avec la première. Et plutôt que de dire deuxième conséquence donc, de l'application de la laïcité à l'école, l'assiduité, de dire après les signes religieux, j'en viens maintenant à la deuxième conséquence de l'application de la laïcité à l'école, l'assiduité des élèves. Comme ça, vous comprenez, vous montrez bien au jury qu'on est en train de terminer une partie et de commencer une autre. C'est vraiment important de scander comme ça l'ensemble de votre exposé de façon à ce que le cadre soit rappelé systématiquement. L'assiduité, c'est-à-dire que les élèves à l'école ne peuvent pas avoir de dispense générale d'assiduité en fonction de leurs opinions religieuses. Concrètement, si les chrétiens, pendant le temps qui précède Noël, souhaitaient se retirer dans je ne sais quel monastère, ou si les étudiants musulmans, pendant le ramadan, souhaitaient ne pas venir en cours, cela n'est pas possible, l'État ne le permet pas. Enfin, la dernière incidence, c'est le principe de neutralité. L'État doit rester neutre, c'est-à-dire qu'il doit permettre l'expression et la manifestation de la religiosité à l'école s'il y a des symboles essentiellement passifs. Je pense notamment au crucifix dans les salles de cours. Il y avait eu un arrêt en 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme concernant une école en Italie qui avait permis la présence des crucifix, puisqu'il n'y avait pas violation de la neutralité, car il n'y avait pas d'endoctrinement. Finalement, l'État respecte la faculté pour les élèves de ne pas croire. Bien évidemment, on peut étendre ce jugement sur les crucifix aux différents croissants qu'il pourrait y avoir dans des écoles musulmanes ou des étoiles de David, dans des écoles qui seraient de confession juive. Voilà pour la laïcité, les raisons pour lesquelles elle s'applique à l'école et quelles sont les modalités d'application de la laïcité à l'école. Mais maintenant, bien sûr, l'école, c'est ce lieu géographique, mais l'école, c'est également la liberté d'enseignement. Et comment la liberté d'enseignement se défend-elle face à la laïcité, qu'on pourrait voir de prime abord comme contraignante? Eh bien, la liberté de l'enseignement, tout comme la laïcité, est un principe constitutionnel. Il avait été d'abord évoqué dans les lois Guizot de 1833 et dans les lois Fallou de 1850, les premières lois qu'a connues la République et avant même la monarchie sur l'enseignement, qui disaient que l'enseignement était libre. La Constitution de 1848 dit également que l'enseignement est libre. Et enfin, le Conseil constitutionnel l'a reconnu comme un PFRLR, un principe fondamental reconnu par les lois de la République en 1977. Bon là, il est en train de s'emmêler un peu les pinceaux. Il parle de la Constitution de 1848, puis 1948, puis il revient en arrière, on ne sait pas très bien. Bon, en fait, il n'y a pas de Constitution en 1948, c'est soit 1848, soit 1946, soit 1958. Bon, c'est probablement de la dernière dont il parle, la Constitution de la 5e. Mais c'est pas très grave, et il faut certainement pas s'effondrer dans ce cas si vous sentez que vous vous emmêlez les pinceaux. Il faut continuer comme il va le faire juste après. Ce qu'il faut signaler là, c'est qu'il est passé de la première partie à la deuxième partie de façon assez claire, avec le rappel de la problématique qui rend son devoir, son exposé du coup assez dynamique. Et il a démarré la deuxième partie comme il avait démarré la première, c'est-à-dire en présentant les textes, les fondements des libertés dont il parle à chaque fois. Et ce parallélisme-là, il est très bienvenu. Ça donne un sentiment de rigueur et d'une argumentation qui est solide. Et cette liberté de l'enseignement, elle repose sur deux choses. La première, c'est la liberté de l'enseignant. Sur la liberté de l'enseignement. Donc il y a une liberté de créer des écoles. Si vous voulez, l'État ne peut interdire les citoyens de créer des écoles qui seraient hors du système public. Puisque les écoles publiques sont laïques depuis les lois Ferry, le citoyen peut créer des écoles hors de ce système, qui soient des écoles privées, confessionnelles. L'État a une obligation de neutralité par rapport à ces écoles. Et ensuite, il y a un droit à l'instruction. L'État doit tout mettre en place
c'est reconnu par l'article 2 de la CEDH, pour que chacun de ces enfants, chacun de ces jeunes citoyens, puisse aller à l'école. Et pour pouvoir aller à l'école, tout en respectant ses convictions profondes, l'État doit mettre en place la possibilité de créer ces écoles. Et c'est la raison pour laquelle on a des systèmes de subvention dans les écoles sous contrat, qui sont des écoles confessionnelles. Enfin, il y a également une liberté dans l'enseignement. L'État, sous réserve du respect de l'ordre public, ne peut, dans les écoles hors contrat notamment, ne peut s'intéresser à ce que disent les professeurs à leurs étudiants. Il y a un principe d'indépendance du corps enseignant et un principe de liberté des élèves. On respecte le pluralisme, on respecte les différentes religions des élèves. Enfin, il y a une nécessaire mise en œuvre de cette liberté. Comme je le disais, l'État doit le mettre en œuvre. D'abord, il y a les subventions que j'ai évoquées, qui ont été autorisées par la loi Debré de 1991 et qui compartimentent l'enseignement en 3 sous-catégories. Il y a l'enseignement public, où le principe de laïcité s'applique de manière stricte, comme on l'avait évoqué. Il y a ensuite les écoles sous contrat, qui peuvent être confessionnelles, où une certaine forme d'enseignement religieux peut être prodigué aux étudiants. Ces écoles, puisque les professeurs sont des professeurs rémunérés par le ministère de l'Éducation nationale et sous contrat avec l'État, reçoivent des subventions. Et enfin, il y a les écoles hors contrat que l'État doit autoriser et dont il doit permettre la mise en place, qui, elles, peuvent donner l'enseignement qu'elles le souhaitent, mais ne reçoivent pas de subventions. Ensuite, dans la mise en œuvre de cette liberté, il y a également une liberté dans l'enseignement qui passe par notamment la possibilité de ne pas venir en cours dès lors que cela ne met pas en péril l'éducation de l'enfant. Par exemple, un avis du Conseil d'État de 1995, Consistoire juif de France, avait permis, pour certaines fêtes juives qui se déroulaient le samedi, aux élèves de ne pas venir le samedi. En tout cas, il avait rendu un avis dans ce sens. On voit bien que ça ne contrevient pas à l'obligation générale d'assiduité, mais cela permet de respecter les différentes religions et la pluralité des enseignements. Et c'est finalement tout l'esprit de ces lois sur la laïcité à l'école. Déjà dans la loi Ferry, les élèves n'avaient cours que 4 jours par semaine pour qu'il y ait un cours qui soit disponible pour le catéchisme. Voilà, on imagine bien qu'aujourd'hui ça serait quelque chose d'un peu inenvisageable, mais on retrouve tout l'esprit de ces lois encore dans les lois d'aujourd'hui. Et enfin, dans la mise en œuvre de cette liberté, on a tout ce qu'on appelle les écoles libres, les écoles hors contrat. Et là, aujourd'hui, on a une question qui se pose. Il y a une circulaire qui avait été passée par Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, en juillet 2016, qui restreint les conditions de création des écoles libres, notamment en raison des craintes sur les écoles confessionnelles musulmanes et des risques de radicalisation des enfants. Bien évidemment, s'il faut faire attention au respect de l'ordre public par ces écoles, il nous apparaît dangereux que l'État puisse, alors même que dans l'enseignement public, la liberté religieuse s'exprime de manière restrictive, dans le respect des libertés d'autrui, il apparaît nécessaire d'avoir dans la société des écoles où certains peuvent choisir, dans leur liberté de conscience, de former leurs enfants d'une manière différente et notamment de manière religieuse. Il vous reste 2 minutes. Très bien. Alors on le voit bien, la laïcité, c'est un principe complexe et difficile à saisir, puisqu'il a 2 définitions. Un principe d'exclusion, où l'État ne reconnaît aucune religion, et en même temps un principe d'inclusion, où l'État doit tout faire pour le mettre en œuvre. Et on retrouve cette complexité finalement dans l'école, où l'État doit tout mettre en œuvre pour que les religions ne soient pas dans l'école, et qu'en même temps elles puissent exister à travers l'enseignement. Et finalement, c'est toutes ces lois sur la laïcité à l'école qui permettent et qui cherchent à mettre en œuvre ces 2 principes contradictoires à l'école. Et finalement, on pourrait se demander, devant tant de complexité, si parfois il ne faut pas mieux, comme certains, faire l'école buissonnière.
Voilà, l'exposé est terminé. Le candidat a fait une conclusion. Pourquoi pas? Ça n'est pas interdit. Ça permet de reprendre ses idées, de rappeler la problématique et la difficile conciliation entre la liberté religieuse et le principe de laïcité quand il s'applique à l'école. Il finit avec un petit jeu de mots et pourquoi pas, c'est pas interdit du tout. C'est un exposé qui finalement sur le fond a été référencé, argumenté. C'est un très bon exposé. Je vous ai précisé, montré qu'il aurait pu être encore meilleur si les différentes parties avaient été annoncées, les différentes sous-parties en réalité avaient été mieux annoncées. Parce que ça aurait permis aux membres du jury de mieux suivre, mais globalement, l'exposé est bon et très bon, et sur la forme, on a un candidat qui n'a pas trop lu ses notes, il a su s'en détacher, et donc il a été agréable à suivre, et donc à ce stade du grand oral, clairement, la note se situe nettement au-dessus de la moyenne, et même potentiellement au-dessus de 15. Maintenant, elle peut encore se renverser, on va voir ce qui va se passer pendant la deuxième partie, la partie des questions, la discussion. Et c'est intéressant de voir que à ce stade, ça n'est pas gagné forcément, mais c'est très bien parti. Donc merci pour cet exposé brillant et très complet, avec la petite pointe d'humour à la fin. Alors ça me fait penser à pas mal de questions qui pourraient se poser en pratique dans un cabinet d'avocats. Si un jour vous avez l'honneur de rejoindre notre belle profession et qu'un jour, mettons, une mère de famille de confession musulmane pousse la porte du cabinet, vient vous voir et vous explique que dans l'école où sa fille est scolarisée, une crèche de Noël a été installée et qu'elle souhaite à tout prix la faire retirer. Comment doit-elle s'y prendre? Comment peut-elle s'y prendre? Écoutez, je pense qu'il faut qu'elle se rapproche tout d'abord très pratiquement d'une fédération de défense de la laïcité, comme la Fédération des libres penseurs. Je pense à celle-ci puisque c'est la Fédération des libres penseurs qui avait lancé, pendant la période de Noël, il y a à peu près maintenant 2-3 ans de ça, une action contre une mairie qui justement avait mis une crèche de Noël en son sein. Et le Conseil d'État avait reconnu que la mairie avait enfreint la laïcité. Donc je pense qu'à cette potentielle cliente, en tant qu'avocat, je lui conseillerais d'abord de se rapprocher d'un organisme plus gros et qu'ensemble, avec l'organisme plus gros, on regarde de quelle manière on pourrait s'intéresser à faire enlever cette crèche qui, j'en conviens, ira sûrement contre ses convictions religieuses profondes. Alors c'est tout à votre honneur de lui indiquer des fédérations compétentes. Le risque, c'est quand même que la fédération en question dispose de son propre avocat et que vous perdiez la cliente. Si vous appartenait de mener l'action vous-même, quelle procédure utiliseriez-vous? J'utiliserais, je pense, une procédure pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif contre le directeur de cette école, en soutenant que le directeur de cette école, en plaçant une crèche et en prenant la décision de placer une crèche, va contre le principe de laïcité. Et peut-être même qu'avant, en fait, je demanderais au directeur d'école tout simplement d'enlever cette crèche, et en obtenant une réponse de l'administration, ou en n'obtenant pas, sur la base de cette décision, je pourrais engager une procédure devant le tribunal administratif. D'accord. Puisqu'il me souvient de mes cours de droit administratif qu'il faut une décision de l'administration pour pouvoir engager une action. Et si cette mère de famille de confession musulmane déplore qu'il n'y ait pas de plat halal à la cantine et qu'elle souhaite également intervenir pour en obtenir, quel conseil lui donneriez-vous? Je pense qu'on pourrait procéder de la même manière, nonobstant le fait que pour les plats halal, il n'a pas été reconnu de droit, enfin, en tout cas à ma connaissance, de droit au plat halal dans l'enseignement public. On y a droit par exemple en prison, puisque en prison, la liberté d'aller et venir est totalement enlevée aux détenus. Donc l'État doit mettre en place, pour respecter la laïcité, pour respecter leur liberté de conscience et leur liberté de religion, doit mettre en place des repas halal. Or, ce n'est pas le cas à l'école, puisque les élèves souvent ont le choix de ne pas... Quelle est la probabilité qu'elle obtienne raison
pour cette deuxième action? Si elle vient me voir, une forte probabilité. Donc, une forte probabilité que grâce à vous, devant le juge administratif, elle puisse obtenir que désormais, à la cantine, soient servis des plats halal. Non, en réalité, je pense qu'il faut regarder la jurisprudence précédente. Oui. Il n'y en a pas, comme vous le disiez, sur cette question précise. Je pense que ça n'a pas encore été autorisé, mais regardez quels sont les moyens qui ont été utilisés par les juges pour refuser la mise en place obligatoire des plats halal pour les musulmans ou les personnes de confession musulmane. Et en se basant sur ces moyens, chercher quels autres moyens n'ont pas encore été soulevés par des avocats, par des citoyens qui souhaiteraient obtenir ce droit. Et regardez également dans les arguments utilisés par les juges, quels seraient les points qu'on pourrait attaquer en droit, comme de manière peut-être plus philosophique, concernant les libertés fondamentales humaines à défendre. Donc là, la réponse est assez bonne, puisque la question était difficile, il évite le piège qui consiste à essayer de répondre à tout prix sur le fond, ce qui est impossible parce qu'il a finalement pas les textes à disposition. Il est hors de question que vous ouvriez les codes, évidemment que vous les emmeniez avec vous pendant la partie de discussion. Il ne s'agit pas de faire des recherches devant le jury, autrement que dans votre propre tête, évidemment. Et donc, il s'en tire assez bien en expliquant non pas quelle est la solution au fond, mais comment il ferait pour trouver cette solution et comment il imaginerait les moyens qu'il pourrait présenter au juge administratif en regardant la jurisprudence approchante, en s'inspirant des arguments des juges qui auraient été donnés pour donner une décision défavorable à une situation équivalente dans le passé, pour essayer d'attaquer ces arguments en étudiant de près les libertés fondamentales si elles contreviennent à ces libertés. Donc il s'en sort bien et je pense que la méthode est bonne d'expliquer comment il ferait lorsqu'il serait avocat, il sera avocat et du coup on a quelque chose qui tient vraiment la route, qui n'élude pas la question, même si ça n'apporte pas la réponse sur le fond, mais qui a le mérite de montrer que la méthode est là et qu'on a envie de le croire qu'il pourrait trouver cette réponse, cette solution. Il arriverait probablement à intenter une action qui tienne la route. Simplement là, il n'est pas capable de dire tout de suite comment exactement, mais on a envie de croire qu'il y parviendrait. Et si rien ne vous laisse penser, après une première étude, que vous avez des chances raisonnables d'obtenir raison, est-ce que vous irez quand même en disant on va créer jurisprudence, on va réussir à faire avancer l'état de droit, ou au contraire, est-ce que vous lui déconseilleriez d'agir? Écoutez, je pense que il y a deux choses à voir. Il faut regarder, vous, en tant qu'avocat, ce que vous voulez faire, et deux, ce que veut faire votre cliente. Si jamais elle ne pense pas avoir les moyens pour le faire et que vous-même, vous n'en avez pas les moyens d'y aller seul parce que ça vous prendrait trop de temps et ça vous empêcherait de développer une clientèle qui pourrait vous rapporter de l'argent en tant qu'avocat, puisque à un moment, il faut quand même, je pense, y réfléchir dans la gestion de son cabinet. Je pense qu'en tant qu'avocat, je pense qu'il peut être très intéressant de se dire qu'on a fait évoluer le droit. Donc, je pense que si j'en ai les moyens en temps et en financier, je pense que j'essaierai, oui, d'engager une action pour faire en sorte d'avoir fait avancer le droit. Et c'est toute la beauté finalement du métier d'avocat qui rejoint deux choses. C'est le métier de conseil, c'est-à-dire le métier de clientèle, où on va avoir affaire à des humains qui vont venir nous voir parce qu'ils ont confiance en nos compétences. Et donc on va devoir créer une relation de confiance et conseiller des personnes qui viennent nous voir avec des problèmes. Et il y a le deuxième aspect du métier d'avocat, c'est l'aspect technique, qui est l'attrait de la matière, l'attrait pour le droit. Merci. Et si finalement, après votre intervention devant le tribunal administratif, il se trouve que vous n'obtenez pas raison et que cette mère veut retirer sa fille de l'école pour lui donner une éducation à la maison, elle-même, est-ce qu'elle a le droit de le faire? Oui, elle a le droit de le faire. Donc on peut déscolariser son enfant. Dès lors qu'on peut prouver qu'on respecte l'obligation d'enseignement, c'est-à-dire que l'enfant reçoit un enseignement à la maison. Dans la façon
que j'ai eu de poser la question. On peut comme ça déscolariser son enfant. Je laissais entendre que ça n'était pas possible et de par mon attitude, je peux lui laisser entendre que la réponse qu'il a donnée est erronée. Il ne faut pas se déstabiliser pour autant. En l'occurrence, il a raison. On peut effectivement faire ce qu'on appelle du homeschooling en déscolarisant ses enfants. Le tout, c'est de pouvoir assurer à une inspectrice de l'éducation nationale qui se déplacerait à la maison qu'on est bien en train d'instruire conformément au programme de l'éducation nationale. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas, si le jury essaye de vous montrer ou de vous laisser entendre que vous vous trompez complètement, se laisser faire et en tout cas être déstabilisé, parce que souvent c'est juste un petit jeu pour voir si vous allez perdre contenance. D'accord, merci. Vous avez parlé du juge administratif tout à l'heure, et on vient d'en parler encore ensemble. Comment on peut réparer les erreurs du juge administratif? Quel type d'erreur? Si vous considérez en tant qu'avocat qu'il y a une erreur qui a été commise dans le cadre d'une procédure administrative, comment faites-vous pour essayer de la réparer? Eh ben, tout d'abord, il y a toujours une procédure d'appel. Donc la procédure d'appel sera le premier moyen ouvert à l'avocat pour essayer de réparer une erreur du juge administratif. Et sinon, on peut... non, sinon, j'avoue que j'ai du mal à voir d'autres moyens de réparer une erreur administrative. Donc, vous parlez de l'appel, oui. La cour administrative d'appel. Et après, le Conseil d'État, qui est la Cour de cassation du droit public, qui est l'ordre de la juridiction suprême en droit public français. Qui sont les membres du Conseil d'État? Et les membres du Conseil d'État sont des hauts fonctionnaires. Des hauts fonctionnaires qui sont notamment passés par l'ENA pour certains, et d'autres qui entrent au tour extérieur. Donc je pense par exemple à un ancien conseiller communication de Nicolas Sarkozy, Camille Pascal, qui est devenu conseiller d'État en 2012 à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Entendu, merci. Alors on va quitter un peu les questions de laïcité pour traiter des questions d'égalité, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez que l'égalité homme-femme est nécessaire, absolument nécessaire, à une société démocratique? Alors comment vous définissez-vous l'égalité homme-femme? Je vous laisse me répondre. D'accord. Écoutez, moi je pense qu'elle est nécessaire, mais je pense surtout qu'elle existe aujourd'hui. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes qui existe et qui est reconnue par la Constitution et par tous les principes fondamentaux qui sous-tendent notre démocratie. Elle existe en droit, mais elle n'existe pas toujours en fait. Il y a un rapport qui vient de paraître sur les différences de salaire entre les hommes et les femmes qui montre qu'il y a un écart de 26 points en pourcentage entre la moyenne des rémunérations des hommes et la moyenne des rémunérations des femmes pour les cadres. À quel point est-ce que ça vous révolte? Et justement, j'allais y venir, parce que s'il y a une égalité de droit, il y a une inégalité de fait. Et alors, ce serait je trouve ça un peu outrageant en tant qu'homme de dire que ça me révolte, parce que moi, j'en suis pas le premier concerné. Et en revanche... Tant que vous n'êtes pas directement concerné, ça vous révolte moins. Mais c'est pas tant ça, mais je trouverais ça insultant vis-à-vis d'une femme de dire que moi, ça me révolte, alors que je suis pas le premier blessé par ces choses-là. En revanche... Vous pourriez être un homme féministe, il y en a. Oui, bien sûr, mais justement, on peut défendre des causes sans être révolté. Je considère que la révolte, c'est un mot tellement profond que c'est quelque chose qui vous touche forcément, dont vous êtes la première victime. Or, je ne suis pas victime de l'inégalité homme-femme, et au contraire, en tant qu'homme, j'en bénéficie. Et ça, si vous voulez, c'est un sujet sur lequel on peut vouloir combattre, mais c'est pas parce qu'on veut se battre sur un sujet. Donc la révolte est un sentiment qui est réservé aux victimes. Tant qu'on n'est pas soi-même victime, on ne peut pas se révolter. On peut déplorer éventuellement, mais rien ne vous prendra aux tripes autant que si vous étiez vous-même victime. Pardon, non, je vois ce que vous voulez dire. C'était juste sur l'usage du mot révolte qui me paraît un peu fort. Moi, en effet, tant que je suis victime, je considère que tant que je suis pas victime, j'ai du mal à considérer que je peux me révolter contre quelque chose. Mais en revanche, c'est pas parce que je me révolte pas contre ça que je le déplore pas et que je souhaite pas que ça change. Et je considère qu'il faut que ça change. J'ai vu récemment, vous parliez d'un rapport, alors je sais pas si on a vu le même, mais dans la profession d'avocat, il y a eu un rapport qui est sorti, il y a, je crois, le rapport Aéry,
sur la profession d'avocat et sur son avenir, et qui déplore également cette inégalité homme-femme dans la profession. Et c'est quelque chose qui, j'espère, je le changera quand j'intégrerai la profession. Et c'est quelque chose pour lequel je veux me battre. Bon, là, c'est clairement une sortie de route. À quel point ça vous révolte moi, en tant qu'homme, je ne peux pas vraiment me révolter puisque je bénéficie de cette inégalité. Là, on a un gros problème parce que, évidemment, c'est pas ce qu'il pense sur le fond, mais il s'est laissé embarquer dans une sorte de raisonnement étrange qui consiste à dire c'est insultant, du coup, je m'interdis de me révolter, et en fait, il est en train de tenir des propos qui sont totalement incorrects politiquement. Et vous avez le droit de tenir des propos incorrects à la terrasse d'un café avec vos amis, mais là, pour le grand oral, je vous en prie, ne prenez pas de risques. Donc si votre opinion personnelle est contraire à l'opinion majoritaire, cachez-la, taisez-la. C'est pas un oral d'opinion, c'est pas un concours d'éloquence. On est en train d'essayer de voir si vous méritez d'être avocat, et pour ça, si vous avez une éthique personnelle, une déontologie, une morale en fait, qui est suffisante et qui rassure. Donc c'est très important de ne pas prendre de risques. Donc là, il faut évidemment répondre autrement et naturellement vous indigner, vous révolter contre cette inégalité de fait et en tant qu'avocat, vouloir précisément la combattre. Mais là, clairement, il a commis une erreur grave qui va inquiéter beaucoup les membres du jury. Ils en reparleront quand ils délibéreront et c'est une grosse pénalité, un premier carton qu'il vient de prendre, un carton jaune. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gardes des Sceaux femmes sous la Ve République? Alors, il y en a eu. Donc là, vous constatez qu'il prend de longues secondes de silence avant de répondre. C'est une très bonne réaction pour une question qui suppose justement qu'on se concentre, qu'on se remémore des éléments de connaissance un peu enfouis. Il ne faut pas croire qu'il faut à tout prix répondre tout de suite, que le blanc est mauvais au grand oral. Au contraire, celui qui domine le grand oral, c'est celui qui sait assumer le silence, qui sait comprendre qu'on a besoin, dans certains cas, de prendre vraiment un long silence pour fournir une réponse argumentée. Les membres du jury vous seront reconnaissants de ne pas vous précipiter et au bout du compte, évidemment, la réponse que vous fournirez sera d'autant meilleure. Lesquelles? Il y en a eu. Alors, je me demande si l'actuelle n'est pas une femme. Je me demande si c'est pas Nicole Belloubet. Et puis, il y a eu évidemment Madame Taubira, avec la loi sur le mariage pour tous, donc, qui a été garde des Sceaux pendant toute la mandature de François Hollande. Pendant 3 ans. Enfin, en tout cas, c'est elle qui a porté la loi sur le mariage pour tous. Ensuite, je pense qu'on a Michèle Alliot-Marie, parce qu'elle a fait tous les ministères régaliens. Oui, on est à 3. Et alors, c'est vrai que typiquement sur l'inégalité homme-femme, comme c'est un ministère régalien, c'est des ministères qui sont le plus souvent réservés aux hommes, par sûrement une déformation de l'esprit qui fait que les inégalités hommes-femmes existent encore dans la société. Donc je réfléchis en même temps s'il y en a eu d'autres. Mais non, je crois pas. Peut-être... j'hésite pour Simone Veil, mais je crois pas qu'elle a été, parce que pour la loi sur l'IVG, elle était ministre de la Santé, mais je me demande si elle l'a pas été après. Merci. Alors on va quitter un peu le champ de la culture générale pour faire... culture générale juridique pour faire un peu de droit pénal pour commencer. Mon fils de 15 ans est venu me voir hier parce qu'il avait trouvé un portefeuille dans la rue. Il l'a gardé, il l'a pris, il l'a gardé. Est-ce qu'il est un voleur? Écoutez, il faut s'intéresser d'abord à la définition du vol dans le code pénal. Avant de voir, c'est le vol et la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. D'accord. Et donc maintenant, si on opère un syllogisme par rapport au fait que vous me présentez, il faut regarder si ce qu'a fait votre fils était une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Alors le portefeuille, je vais vous le demander, est-ce que c'était une res derelicta? Est-ce qu'il y avait une carte d'identité dedans? Est-ce qu'on peut retrouver son propriétaire? Oui. Alors en l'occurrence, je crois que oui. D'accord. Donc en principe, c'est la chose d'autrui. Donc c'est pas une chose abandonnée. Maintenant, est-ce qu'il y a soustraction? Il l'a ramassé dans la rue,
oui, il y a soustraction de ce portefeuille par rapport à l'endroit où il était dans la rue. Maintenant, est-ce que c'est frauduleux? Et c'est là toute la question qu'il faut se poser. De prime abord, non. Il trouve un portefeuille, il a le droit de récupérer le portefeuille, ce qu'il y a dedans et autres. Et ça pourrait marcher si jamais on ne pouvait pas retrouver son propriétaire. Or, dans ce cas-là, dans le cas que vous me présentez, on peut retrouver son propriétaire. Mais maintenant, est-ce que votre fils est déjà un voleur ou va le devenir? Maintenant, ça va dépendre de ce que lui conseillera l'avocat que vous allez aller voir. Et en l'occurrence, moi, je vous conseillerais de rendre le portefeuille. Et pour éviter que justement ça devienne frauduleux. Merci. Est-ce qu'un avocat peut être amené à mentir devant un tribunal si c'est dans l'intérêt de son client? Oui, absolument. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point où il n'enfreindra pas le secret professionnel. D'accord. Mais il peut dire le contraire de ce qui sait être la vérité dans l'intérêt de son client. Absolument. Si son client lui a confié certaines choses. Par exemple, ce que vous venez de me dire sur votre fils qui a potentiellement, peut-être pas encore, mais qui a potentiellement volé un portefeuille, c'est quelque chose qui est dans une relation de client à avocat est totalement secret. Donc un policier viendrait me demander si jamais je sais ce qu'il est advenu de ce portefeuille, puisque je ne le sais que par vous, c'est protégé par le secret professionnel, le secret des avocats, je ne pourrais pas le dire. Après, bien évidemment, il faut regarder ça également par rapport au serment qui est prêté par l'avocat, qui jure d'exercer ses fonctions avec dignité, probité, etc. Et il faut toujours s'interroger en termes de... Donc on peut mentir devant un tribunal tout en respectant le serment d'avocat? Oui, je le pense. Bon, deuxième sortie de route, le carton jaune devient un carton rouge. Il se précipite pour répondre de façon très affirmative. Oui, on peut mentir, sans d'abord sentir le piège. Face à ce genre de questions, il aurait évidemment mieux valu qu'il prenne un peu de recul et qu'il se demande pourquoi on lui pose la question. Il finit par parler du serment, mais il aurait dû commencer par là. Et il aurait dû sans doute, plutôt que de répondre oui, sans distinguer les différents mensonges, les types de mensonges qui existent, réfléchir. Parce que là, non, la réponse est évidemment non. On ne peut pas mentir au tribunal dans l'intérêt de son client, puisque c'est contraire à la probité dont vous allez vous engager, dont vous allez vous engager à faire preuve quand vous allez prêter serment. Et donc, si vous dites ça, les yeux dans les yeux devant le tribunal, eh bien, vous allez tout simplement en fait donner une réponse éliminatoire. Et là, en l'occurrence, il aura beau faire, il a beau avoir fait un très bel exposé, ce candidat, cette réponse-là, qui est une réponse mauvaise sur le fond, mais même inquiétante pour les membres du jury, qui veulent s'assurer, qui veulent sélectionner les futurs avocats qui vont pouvoir faire honneur à la profession, va faire qu'il va passer d'une note excellente à une note mauvaise, très mauvaise, clairement en dessous de la moyenne. On ne voudra pas de lui, malgré toutes les qualités dont il a pu faire preuve depuis le début du grand oral. Donc faites attention là-dessus, et si vous sentez que vous avez commis une erreur, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez dire excusez-moi, je réalise que je raconte n'importe quoi. En fait, on peut mentir par exemple au tribunal, mais par omission, en cachant certains faits, en taisant certains faits que son client a portés à notre connaissance. C'est le secret professionnel précisément qui protège ces informations. En revanche, on ne peut pas mentir de façon beaucoup plus positive, c'est-à-dire en prétendant, en alléguant des informations dont on sait qu'elles sont fausses. Ça, non, c'est contraire au serment. Voilà une bonne réponse. Et quand j'insiste et quand je lui repose la question, il s'enferre dans sa réponse. Et là, croyant bien faire en se disant on veut me piéger, on veut voir si je vais changer d'avis, il s'enferme alors qu'il aurait dû évidemment se dire est-ce que j'ai vraiment raison de maintenir ce propos? Il aurait pu sauver sa peau et malheureusement là il prend ce carton rouge qu'il élimine et c'est catastrophique. Mais c'est également pour ça que j'ai envie d'intégrer l'école de formation du barreau, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des cours de déontologie et ça permettra d'avoir toutes les réponses à ces questions qui sont encore floues à l'heure actuelle. J'entends, mais si un délinquant vient vous voir et admet qu'il a commis un délit,
est-ce qu'il est possible pour vous de le défendre en, en plaidant devant le juge son innocence absolue? Oui, absolument, si c'est le souhait du client. D'accord. En tout cas, je le pense à l'heure actuelle. Et, enfin, si la déontologie dit l'inverse, bien évidemment, je respecterai la déontologie de l'avocat. Merci. Alors un peu de droit civil. Qu'est-ce qu'une clause abusive? Une clause abusive. Alors, une clause abusive, c'est une clause qui selon moi, on pourrait la définir comme une clause qui respecterait le droit, mais qui... Qui respecte le droit. Une clause abusive, c'est une clause qui respecte le droit. Non, pardon, c'est mal formulé. Une clause abusive, c'est une clause dans laquelle il y a un déséquilibre profond entre un consommateur et un professionnel. Par exemple, une clause abusive, ce serait une clause dans une relation entre un garage et un acheteur de voiture qui enlèverait toutes les garanties dont bénéficie légalement l'acheteur contre le garage. Par exemple, le consommateur ne bénéficiera pas de la garantie des vices cachés. Cette clause du contrat, qui peut être une toute petite clause, sera considérée comme une clause abusive et donc comme non écrite. Merci. Est-ce que, en droit du travail, est-ce que lorsqu'un salarié se voit imposer par son employeur une, un déménagement pour clause de déplacement du siège de l'entreprise, est-ce qu'il peut le refuser, ce déménagement, ou est-ce qu'il s'impose à lui? Une Alors, société parisienne, par exemple, décide de s'installer tout d'un coup à Lyon et du coup souhaite emmener avec elle tous ses salariés. alors il y a une notion d'éloignement géographique dans le déménagement de l'entreprise sur laquelle on doit se baser pour répondre à cette question. Une entreprise qui se déplace dans une même zone géographique, dans ce cas-là, le salarié est obligé de suivre l'entreprise et le changement de siège. En revanche, une entreprise qui se déplace typiquement de Paris à Lyon, on n'est plus dans la même zone géographique et par conséquent, le salarié peut refuser d'aller travailler à Lyon à la place de Paris. D'accord, donc c'est la réponse que vous faites et elle est aussi simple que ça. Quelles sont les sources du droit du travail? Alors les sources du droit du travail sont nombreuses. Il y a le Code du travail, Ouais. il y a les avis de l'OIT, mais principalement le Code du travail. D'accord, mais quelles sont l'ensemble des normes qui s'imposent à l'employeur et aux salariés dans le cadre de leur relation de travail? Bah alors on va avoir tout ce qui est légal, avec enfin, typiquement justement ce que je disais, le Code du travail. Mais on va avoir également les accords de branche, les accords d'entreprise et, Les et conventions collectives? les conventions collectives. Et Oui, ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui se trouve dedans en matière d'éloignement géographique. oui, Et qu'est-ce absolument. qu'il y a d'autre? Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un acte qui peut être utile de regarder le contrat dans de le cas travail. précis? Oui, le contrat de travail, effectivement. Et en effet, c'est la solution générale que je vous avais donnée pour le déménagement, mais on devrait regarder à chaque échelon ce qui est prévu, 1 dans le contrat de travail, 2 dans la convention collective, Oui. 3 dans l'accord de branche, et remonter comme ça jusqu'au Code du travail. Si maintenant un jeune start-upper vient vous voir dans votre cabinet, il vous raconte la success story incroyable qu'il est en train de vivre. Il a fait rentrer un fonds d'investissement pour développer son entreprise il y a quelques mois, qui est entré à hauteur de 25% du capital. Euh, mais il y a eu il traverse une période de doute et il souhaite, cet entrepreneur, modifier complètement le positionnement de son entreprise, faire complètement autre chose, pivoter, comme ils disent. Mais le fonds d'investissement s'y oppose. Est-ce qu'il peut passer outre le refus de cet actionnaire minoritaire? Écoutez, c'est très difficile à dire comme ça, parce qu'il y a bien sûr les règles, j'imagine que c'est une ESS. En l'occurrence, peu importe. D'accord. Ce qui est le plus courant dans le monde des startups, c'est des SAS. Quand des fonds investissent, généralement, il y a des pactes d'actionnaires qui sont faits entre les fonds et justement les start-upers dont vous parlez. Sans voir le pacte d'actionnaires, il est un peu impossible de voir si jamais l'actionnaire minoritaire, le fonds,
a ou non un pouvoir de décision. Qui prend les décisions dans une société? Dans une société, c'est toujours le dirigeant. Dans une SAS, en l'occurrence, ça serait le président. J'imagine que le start-upper est président de la société. Mais la problématique qui se pose, c'est pas tant une problématique de qui a le droit de faire quoi, c'est plutôt qu'est-ce que l'actionnaire minoritaire a le droit de faire. Ouais. Si jamais il y a un pivot qui est non accepté par l'actionnaire minoritaire, parce que l'entrepreneur a eu des doutes et parce que finalement il a demandé 10 millions au fond pour pouvoir continuer à s'avancer, mais maintenant il se dit... il voulait vendre des chaussettes et en fait il veut vendre des vélos désormais. C'est ça, exactement, mais c'est très honorable de sa part. Ça doit sûrement être très bon pour l'environnement. Mais le fonds, lui, c'est un fonds qui investissait que dans le textile. Donc il n'y a plus aucune raison pour lui d'être là. Donc le fonds peut bloquer cette décision? Quelle est la majorité nécessaire pour prendre une décision dans une société? Généralement, c'est plus de 50%. Donc non, s'il est à 25%, il ne pourra pas bloquer la décision. En revanche, il pourra actionner une clause de bad liver qu'on aura dans un pacte d'actionnaires. Donc c'est 50% les décisions? Généralement, c'est 50%. Il y a certaines décisions qui nécessitent un quorum de majorité au 3/5e. Lesquelles? Par exemple, j'ai plus d'idées qui me reviennent. Comment décide-t-on si une décision pour la gestion d'une société doit être prise avec la majorité simple ou la majorité qualifiée? Alors, il y a des décisions, il y a certaines choses sont prévues par les textes, ou alors on prévoit ça dans les statuts de la société. D'accord. Et si on modifie les statuts? Ça, c'est une décision qu'il faut prendre à la majorité qualifiée. Et là, en l'occurrence, est-ce que c'est une modification de statut? Si ça change l'objet social de la société, on peut considérer que c'est une modification des statuts. D'accord. Alors là, il n'avait pas la réponse, mais en tant que membre du jury, je l'ai mis sur la voie et il a assez habilement su se servir des éléments que je lui ai apportés au fur et à mesure pour s'approcher de la bonne réponse et pour raisonner en fait correctement. Et c'est ce qui risque de vous arriver au grand oral, parce que les membres du jury vont chercher à vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse, pas tellement pour vous piéger, mais pour pouvoir voir comment vous raisonnez quand ils vont commencer à vous donner des indices. Comment ils vont, comment vous allez avancer en fait sur la voie, comment vous allez raisonner à voix haute. Donc c'est important de se laisser prendre par la main par les jurys quand vous n'avez pas la réponse à une question, de façon à essayer de comprendre ce qu'ils attendent de vous. Ils vont essayer de vous aider à vous remémorer de ce que vous savez. Dans la plupart des cas, vous avez la réponse au fond de vous, vous avez l'élément de connaissance suffisant. Et il s'agit juste d'arriver à réactiver cette connaissance. Et donc, au grand oral, c'est très rare d'avoir des questions pour lesquelles on ne sait pas répondre, et même avec tous les indices du monde auxquels on n'aurait pas pu répondre. Vous avez au fond de vous des éléments suffisants pour répondre, il faut juste arriver à vous mettre en marche et à arriver à approcher la bonne réponse. Donc, soyez très à l'écoute de ce que vous disent les membres du jury, essayez de les suivre et essayez de comprendre ce qu'ils attendent de vous et où ils veulent vous emmener. Mais on peut toujours imaginer un pivot qui soit moins fort. Il veut vendre des chaussettes, finalement, il va vendre du fil. Est-ce que vendre du fil, ça rentre? Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de chaussettes à vélo. Ah oui, et que l'objet social qui est donc dans les statuts indique que c'est une société qui vend des chaussettes. Il veut changer cet article qui donc suppose de changer les statuts et donc suppose d'avoir une majorité, vous dites, qualifiée. Est-ce qu'avec ces 75% qui lui restent, il dispose de cette majorité qualifiée? En l'occurrence, oui. Mais donc il peut changer. Il peut changer, il peut vendre des vélos. Exactement, mais j'imagine que le fonds a prévu des moyens de protection juridique qu'on retrouve généralement dans les statuts ou dans les pactes d'actionnaires dans ce type de mode de financement, et que le fonds actionnera sûrement une clause de bad liver, ou alors le fonds actionnera une clause pour pouvoir sortir au prix auquel il est rentré. Donc, Qu'est-ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée? Alors la clause de la nation la plus favorisée, c'est un concept de droit commercial, droit international commercial, si je ne m'abuse. Mais je me souviens plus exactement. Non, je vais dire des bêtises, très honnêtement, je m'en souviens plus. Je sais que ça a un rapport avec les accords commerciaux et le fait...
Alors là, il faut saluer l'effort que le candidat fournit pour essayer quand même d'apporter un début de réponse ou pour chercher la réponse en fait au fond de lui. C'est une réponse qui est bien meilleure, une réaction qui est bien meilleure que celle de simplement dire non, je n'en sais rien et puis terminer. On voit qu'il cherche, il produit un effort, il essaie de s'approcher du domaine du droit qu'il pense être concerné par cette notion, droit commercial, droit international et l'effort va être salué. Et ensuite, on voit bien que les membres du jury, le membre du jury, moi, je vais le mettre sur la voie. Et donc, il faut ne pas croire que c'est noir ou blanc. Il faut montrer au jury que vous allez faire l'effort d'approcher de la bonne réponse, que vous allez, qu'en fait, vous ne vous avouez pas vaincu. C'est très, très important. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Dans mon souvenir, c'est en matière d'exportation. Il y a une nation qui doit être servie en premier, c'est comme une relation d'exclusivité. S'il y en a plus, on peut aller chez les autres. Mais vraiment, c'est un souvenir qui C'est est dans le lointain. cadre d'un traité multilatéral. Un traité qui engage plusieurs États. À l'intérieur de cette relation multilatérale, il peut y avoir des relations bilatérales, d'État à État. Et dans ce cas, la clause de la nation la plus favorisée du traité multilatéral s'impose à eux, à ces États qui par ailleurs ont une relation bilatérale. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je sais pas. Je sais que c'est une mauvaise réponse, mais très honnêtement, je vois pas à quoi ça fait référence. C'est que chaque État qui s'engage de façon bilatérale avec un autre s'engage à faire profiter l'ensemble des États signataires du traité multilatéral dans D'accord. lequel il est par ailleurs engagé, à lui accorder le même bénéfice. D'accord. Est-ce que vous avez un modèle dans la profession, monsieur? Hmm. Bah, vous, mon examinateur. D'accord, merci. Non, est-ce que j'ai un modèle dans À la défaut profession? d'essayer d'acheter ses juges, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez un autre modèle dans la profession? Est-ce que j'ai un modèle dans la profession? Il y a un avocat que j'admirais énormément qui était Olivier Metzner, qui est décédé il y a quelques années. Je trouvais que c'était une personnalité assez admirable qui avait fait juste juste entre guillemets, une licence de droit à l'université de Rouen et qui était monté à Paris et qui avait développé vraiment un peu à lui seul le droit pénal des affaires à Paris avec un magnifique cabinet qui a eu une postérité très belle puisqu'on a maintenant un de ses anciens associés qui est directeur juridique de Total, on a un autre qui est responsable du contentieux chez Hogan Lovells, on a un autre qui a monté son cabinet et vraiment il a une vraie paternité dans le monde des avocats. Dans un autre registre, il y a également Olivier Darrois, qui a monté le cabinet Darrois, Villet, Maillot, Brochet, et qui lui est un peu précurseur du droit des affaires. Et moi j'ai vraiment pour modèle ces avocats qui cherchent à innover et qui cherchent à faire bouger les lignes. On en parle beaucoup aujourd'hui avec les legal startups, mais même sans aller jusque-là, on peut penser à Maître Milran et Maître Leclerc, qui viennent de monter la semaine dernière un cabinet qui s'appelle Parallèle Avocat et qui est spécialisé dans le droit des plateformes, tout ce qui concerne Uber, Airbnb et autres. Et c'est deux jeunes avocats trentenaires. Et je trouve qu'ils montrent vraiment un certain dynamisme de la profession. Et Merci beaucoup. Bon, voilà un grand oral qui était assez instructif parce que composé d'un exposé brillant, complet, comme je l'ai dit, et ensuite de réponses pour la plupart bonnes pour les questions de la discussion, et évidemment à déplorer des sorties de route à propos de l'égalité homme-femme et à propos du mensonge. Et là, le candidat n'a tout simplement pas pris le temps de la réflexion parce que, au fond de lui, il n'a pas. C'est pas un menteur, ce candidat, pas du tout. Et en fait, ça ne l'empêchera pas de devenir un très bon avocat, mais simplement, il n'a pas su faire la distinction entre ce mensonge par omission et le mensonge beaucoup plus grave qui lui contrevient véritablement au serment. Et là, pour le grand oral, c'est effectivement quelque chose qui va beaucoup, beaucoup le pénaliser.